À l'Assemblée nationale, une commission spéciale et temporaire sera mise en place aujourd'hui pour examiner les pétitions qui visent Vital Kamerhe et 4 autres membres du bureau. Sécurité et développement, Judith Soumino à Kalemi pour inspecter le port de Kalemi, les travaux de réhabilitation et de modernisation de routes d'intérêt économique national dont Kalemi-Manono. L'armée israélienne a annoncé mercredi 17 septembre avoir frappé plus de 150 terroristes à travers la ville de Gaza depuis mardi, malgré le rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui l'accuse d'actes génocidaires. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On ouvre avec les nouvelles de l'Assemblée nationale où une commission spéciale et temporaire sera mise en place pour un examen des pétitions qui visent le président de l'Assemblée nationale et 4 autres membres du bureau pour mes gestions. Une plénière convoquée par Jean-Claude Chilumbaï, premier vice-président de l'Assemblée nationale, de pétitions visant Vital Kamerhe, président Jacques Joly, rapporteur Dominique Mounongo, rapporteur adjointe, et Chimène Polipoli, questeur, et Grace Neema, questeur adjointe. De son côté, Vital Kamerhe avait réceptionné hier une copie de la pétition et a souligné que la démarche des députés relève d'un droit démocratique garanti par le règlement intérieur. Le règlement sera respecté dans toute sa rigueur, a déclaré Vital Kamerhe. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Turquie, le ministre de la Défense, Guy Kabombo, a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur turc Murat Ülkü, ainsi que des délégations des industries de défense turques et une autre délégation de la Fridex. C'est dans la dynamique du renforcement de la coopération bilatérale entre la RDC et la République de Turquie. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Madianvita, a reçu Murat Ülkü, ambassadeur turc, accrédité en RDC, ainsi que la délégation d'Afridex. En présence du chef d'état-major général, Jules Banzamou Lamboué, l'ambassadeur turc a salué le choix du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté sur Guy Kabombo Madianvita au sommet du ministère de la Défense nationale. Les diplomates turcs a transmis le satisfait de son gouvernement pour les débuts de la mise en œuvre des accords de coopération militaire entre les deux pays frères avec l'accueil d'une forte délégation de l'industrie de défense de la Turquie. Les deux parties ont discuté également de l'accréditation dans les tout prochains jours de l'attaché de défense près l'ambassade de Turquie en République démocratique du Congo. Pour les chefs de l'outil de la défense congolaise, la présence de l'ambassadeur turc sur les sols congolais marquera le succès de la coopération militaire industrielle entre les deux pays frères. Les deux parties sont désormais disponibles à renforcer les liens bilatéraux de l'intérêt des deux États qui projettent de faire leur évaluation dans les prochains jours. D'une pierre deux coups, le patron de l'outil de la défense a aussi échangé avec la délégation de l'industrie de défense de la République de Turquie et la société Afridex en présence de l'ambassadeur. Enthousiaste, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Guy Kabombo a affiché la volonté du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de développer une industrie congolaise de défense autonome inspirée du modèle turc à travers une coopération militaire industrielle exemplaire. Ceci est la résultante de la mission du mois de juillet 2025 que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Madianvita était en Turquie au 17e Salon international de l'industrie de défense. En sécurité, économie et développement, la première ministre Judith Soumino va séjourner dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, dans le cadre de la poursuite de son itinérance. La chef du gouvernement va présider une importante réunion du Conseil de sécurité provincial, au cours de laquelle elle va faire passer le message du président de la République, Félix Tshisekedi. Dans son agenda, Judith Soumino prévoit aussi la visite de grands ouvrages à vocation économique, notamment le port de Kalemi, poumon économique de la province, des travaux de réhabilitation et de modernisation des routes d'intérêt économique national, dont Kalemi-Manono.
Autorités militaires et civiles avec en tête le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, ont rendu les derniers hommages au feu général de brigade Mwakumbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire décédé à Uvira à la suite d'un malaise. C'est dans un hôpital de Bujumbura, pays ami, où se sont déroulées les cérémonies d'adieu à ces vaillants patriotes décédés. Ça depuis a été transféré à Kinshasa sur instruction de la hiérarchie militaire. Détail avec Amani Joseph. Décédé à Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu, le général de brigade Mwakumbuluku Daniel, commandant de la 33e région militaire, a reçu les derniers hommages de la part des autorités civiles et militaires, avec en tête le gouverneur des provinces, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui avance lentement mais sûrement dans une attitude de recueillement. C'était sous le regard médusé des membres de la famille éplorée, collègues et officiers des FARDC et amis de l'illustre disparu, à qui l'autorité provinciale, entourée de son vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, a présenté ses condoléances le plus émues. Les cérémonies d'adieu se sont déroulées dans un hôpital de Bujumbura, où, aux côtés du gouverneur de province, les membres du comité provincial de sécurité, ainsi que des membres et agents du gouvernement provincial, ont fait les déplacements à Bujumbura. C'était en présence également d'une délégation de la haute hiérarchie militaire venue de Kinshasa, conduite par le général Edmond Ilunga, chef d'état-major des forces terrestres. Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur de province, a eu des mots justes pour demander au Très-Haut d'accorder un repos éternel à l'illustre disparu en souvenir de ses loyaux services rendus à la nation congolaise. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupation de la paix et de la sécurité passe devant toutes ses priorités et que la considération qu'il porte à nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire au service des renseignements, à la police et à l'armée. Nous sommes tous blessés. Un homme qui commandait très bien la 33e région militaire, c'est-à-dire le Sud Kivu et le Maniema, et qui a fait un travail extraordinaire. Vous avez vous-même entendu comment, lorsque la nouvelle est passée, nous étions en réunion avec les forces Wazalendo. Tous ont regretté combien de perdre un véritable Muzalendo, donc un patriote. Et donc nous sommes blessés, nous sommes tous touchés. Une perte énorme pour la République, pendant que la nation avait encore besoin de lui, en ce moment où l'armée est engagée au front. Une sirène comme pour annoncer le départ du cortège funèbre à l'aéroport Melchior Ndadaye, où le corps du général Mwakumbuluku Daniel a été acheminé à Kinshasa, siège des institutions de la République. Dans l'actualité également, la 17e réunion du Conseil de ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale s'est réunie au Caire en Égypte. Plusieurs résolutions ont été prises. C'est le ministre du commerce extérieur, Julien Paluku, qui a représenté le pays à cette rencontre. Les pays africains, par l'entremise de leur ministre du Commerce, ont adopté ce mardi 16 septembre 2025 au Nouveau Caire en Égypte des règles d'origine dans le secteur de l'automobile, avec 60% d'intrants qui entrent dans la fabrication doivent être d'origine du pays producteur, et dans le secteur du textile pour ainsi promouvoir l'industrialisation du continent africain et le commerce intra-africain avec 1,4 milliard de consommateurs, et cela en consolidant la mise en œuvre du démantèlement tarifaire. Résolution phare de la 17e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qui s'est tenue dans la nouvelle capitale égyptienne sous la coprésidence de Wamken Mene, secrétaire général de la ZLECAf, et du ministre égyptien du commerce et investissement, Hassan Al-Khatib. Avec ces résolutions, les pays africains sont désormais sur une bonne voie pour cesser d'être de marché des autres, plutôt accroître les échanges commerciaux entre eux et conquérir le marché extérieur. Aussi, ils ont réitéré leur engagement de prendre toujours une position commune face au choc exogène dont la guerre commerciale déclenchée par l'administration Trump avec la hausse des droits des douanes. Une des résolutions de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf est tenue au mois d'avril dernier à Kinshasa, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur de la RDC, Julien Paluku Kahungia, dans une interview accordée à la presse congolaise internationale à l'issue de cette réunion. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'Afrique est engagée comme d'autres régions du monde vers l'intégration économique. Eh bien, l'Union européenne l'a commencé en 1957. En Amérique du Sud, d'où je viens, il y a le Mercosur qui s'organise autour de tous les pays de l'Amérique du Sud
pour créer un marché commun. Tous les pays de l'Asie du Sud-Est se sont regroupés également. Les règles d'origine sur l'automobile et sur les textiles ont été adoptées pour promouvoir l'industrialisation du continent. Et donc désormais, un véhicule qui est produit en Afrique sera dit d'origine lorsque 60% d'intrants qui entrent dans sa fabrication sont d'origine du pays producteur. Pour qu'un véhicule soit dit d'origine et fasse l'objet de facilités au niveau des douanes de tous les pays africains. Pour les textiles, il y a un débat qui a été engagé pour savoir combien d'intrants doivent venir de l'extérieur pour qu'un produit du secteur textile soit dit originaire. La décision qui avait été prise par les chefs d'État en 2022, lorsqu'ils avaient dit que l'Afrique doit consacrer pour chaque pays au moins 10% de ce budget au secteur industriel. Signalons également que l'avenir de l'AGOA face à la politique étrangère des États-Unis d'Amérique a été évoqué au cours de cette 17e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf. À Kinshasa, Justice et Paix, Congo de la SENCO a donné le coup d'envoi officiel de travaux des journées scientifiques dans le cadre de la semaine Justice et Paix. Une première édition qui a réuni des experts religieux et les acteurs sociaux autour du thème Agissons maintenant pour l'avènement d'un monde pacifique. Pendant plusieurs jours, conférences, réflexions et prières rythmeront cette semaine dédiée à la paix et à la démocratie en RDC. C'est dans la salle Saint-Sylvestre de la SENCO à Kinshasa qui se sont ouvertes ce mardi 16 septembre les journées nationales Justice et Paix Congo. Une première édition marquée par des échanges de haut niveau autour des initiatives de paix en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, les secrétaires exécutifs de Justice et Paix Congo, Cyril Ebotoko, a dressé un tableau global de cette commission technique de la SENCO. Il a mis en lumière l'ampleur du réseau déployé à travers le pays, ainsi que l'étendue des actions menées sur les terrains en faveur de la paix, des droits humains et de la gouvernance. Le réseau Justice et Paix compte 400 acteurs permanents dans 48 différents pays à travers le territoire national et des dizaines de milliers de bénévoles. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a quant à lui souligné la portée de ces journées, les inscrivant dans une double célébration, celle de la paix, mais aussi de la démocratie. Pour lui, cette semaine constitue un tournant dans l'engagement de l'Église en faveur d'une société plus juste et solidaire. Pour cette première édition, Justice et Paix Congo entend commémorer non seulement cette date du 21 septembre consacrée à la paix, mais aussi celle consacrée à la démocratie, le 15 septembre. Le lancement officiel a été fait par Monseigneur Félicien Mwanama, évêque de Luisa et président de Justice et Paix Congo. Dans son intervention, il a insisté sur l'importance de cette initiative dans les contextes sociopolitiques congolais actuels. Les journées sont, selon lui, un moment propice pour révisiter les initiatives passées et construire un nouvel avenir de paix. Dans la vie d'une nation, chaque fois que c'est nécessaire, il est important de s'arrêter, faire un examen sur sa marche, avant de poursuivre son chemin. La journée a été rythmée par 4 conférences majeures, dont une analyse historique des initiatives de paix depuis 1999 jusqu'à 2024, présentée par Didier Moumengi, une évaluation des processus de Washington et Doha par les professeurs Philippe Assandi, une lecture critique de l'initiative conjointe SENCO-SCC par les professeurs Paul Wecho Lomba et enfin une comparaison entre les mécanismes anciens et ceux en cours développés par le père Rigobert Minani. Les journées s'y poursuivent demain avec 4 autres panels prévus, toujours sous les thèmes « Agissons maintenant pour l'avènement d'un monde pacifique ». En politique, les sénateurs Samuel Adoubango, figure importante de la scène politique congolaise, a officiellement signé la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation, rejoignant ainsi la dynamique initiée sous l'impulsion du président de la République, Félix Tshisekedi, autorité morale et de référence de cette plateforme politique. Commentaire de Gaëtan Koubabourandi. À l'issue de la cérémonie d'adhésion, le sénateur a exprimé sa joie et sa reconnaissance à la presse présente. J'ai eu l'honneur et le privilège de signer ce jour la nouvelle charte de l'Union sacrée de la nation comme personnalité politique de ce pays, élaborée sous l'impulsion et la clairvoyance de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation.
qui est notre boussole, la machine idéologique de notre politique. Pour les sénateurs à Dubango, Awoto, ce geste marque d'un sceau indélébile son engagement plusieurs fois prouvé à accompagner la vision du président de la République. Cet acte traduit non seulement ma loyauté envers le chef de l'État, mais aussi mon attachement indéfectible aux idéaux de paix, dignité et de développement prônés par le président de la République qui place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération partisane. La signature de cette charte marque une étape cruciale dans la consolidation des acquis de notre démocratie, la défense de notre souveraineté et la mobilisation totale de toutes les forces vives pour bâtir un Congo plus fort, plus uni et plus prospère. La signature de cette charte marque donc, selon lui, une étape décisive dans la consolidation de la démocratie congolaise, la défense de la souveraineté nationale, mais aussi dans la mobilisation des forces vives de la nation pour la construction d'un Congo plus fort, plus uni et plus prospère. Avec cet engagement, le sénateur Samuel Adoubango réaffirme ainsi son action politique dans la continuité du projet de société voulu par le peuple congolais. La plateforme Camp de la République de Freddy Kita estime que le dialogue reste la seule approche pour sauver la République et la partie est du pays en proie à l'insécurité. Dans une déclaration, la coordination du Camp de la République appelle à l'implication du chef de l'État pour que ce dialogue soit convoqué en vue de solutions durables à cette crise politique. Nous, membres de la plateforme Camp de la République, réunis ce lundi 25 septembre 2025 pour faire le point sur la situation politique du pays, avons constaté avec beaucoup de regrets la recrudescence des violences à l'est de la République démocratique du Congo, à l'instar de massacres à Beni par les ADF Nalu, que nous condamnons fermement. Nous dénonçons la reprise des combats dans la partie orientale du pays, convaincus que le dialogue reste la meilleure option pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Nous plaidons auprès du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le seul garant de la nation, à ce que tout le parti converge des vies. De ces faits, le camp de la République reste ferme à la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Exercice démocratique et devoir de redevabilité à la commune annexe dans la ville de Lubumbashi. La bourgmestre Mireille Kileché était face aux élus locaux pour une séance de questions-réponses. Au cœur des échanges, la gestion financière de la municipalité. Appelé à éclairer la lanterne des conseillers communaux sur la gestion de son entité, la bourgmestre de la commune annexe a répondu à la question orale avec débat. Au centre des préoccupations, le conseil communal a voulu notamment savoir comment est gérée la redevance minière, dont une quote-part de 10% réservée aux élus locaux, ainsi que les recettes générées par les mariages civils. Dans sa réplique, Mireille Kileché a répondu à toutes les 10 questions lui adressées. Des projets ont été réalisés, c'est notamment la construction de l'école primaire Toatacha dans les quartiers Kisanga et Penema au quartier Jolicite, réaménagement de 2 km de la route IEC dans les quartiers Kassapa, installation des lampadaires pour l'éclairage public. Précisons qu'au sujet de la redevance minière, celle-ci a sensiblement baissé à cause de la chute de production des entreprises redevables. Difficultés auxquelles il faut ajouter l'absence de la rétrocession de 40% des recettes municipales dues à la commune, qui représente pourtant 60% des revenus de la commune. La rétrocession nationale demeure irrégulière et imprévisible. La rétrocession provinciale, quant à elle, ne nous est plus versée depuis plus d'une année. Voilà pourquoi, dans ces conditions difficiles, l'exécutif communal puise dans les recettes locales et dans la redevance minière, laquelle elle-même connaît des perturbations
depuis décembre dernier pour assurer autant que possible la continuité de vos dotations. Les difficultés rencontrées, bien que réelles, ne sauraient en aucun cas altérer notre détermination à servir la population avec rigueur, transparence et responsabilité. L'Université de Lodja a organisé une double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2024-2025, marquant un moment mémorable pour plus de 718 étudiants qui ont été diplômés dans diverses facultés, notamment l'agronomie, le droit, les sciences de l'éducation, les lettres et les sciences politiques. La cérémonie a été présidée par le professeur Oscar Vaudou, recteur de l'université, en présence de François Mouledi, administrateur du territoire de Lodja. La ville de Lodja a été pratiquement déserte alors que les familles et amis affluaient vers l'université pour soutenir et célébrer les réussites de leurs proches. Dans un discours inspirant, Marthe Mambousso, secrétaire à la recherche, a pris la parole au nom du secrétaire général académique, louant le dévouement et les réalisations académiques des étudiants tout en évoquant les défis et succès de l'année écoulée. Le recteur, le professeur Oscar Vaudou, a ensuite encouragé les diplômés à porter haut les couleurs de leur institution. Partout où vous irez, dites au monde avec fierté et arrogance que vous êtes sorti de la première université du Sankoro, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Camarades, votre réussite aujourd'hui est le fruit de plusieurs années d'efforts, soutenus des sacrifices consentis, mais aussi de l'encadrement bienveillant de vos enseignants et de l'accompagnement constant de vos familles. Votre réussite est aussi celle de l'université de Lodja, qui vous a transmis les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires pour affronter les défis de la société contemporaine. Il a aussi insisté plusieurs fois sur l'importance de cette fierté et de cette défense des valeurs académiques. Les diplômés, portant leur toge et chapeau de graduation, ne pouvaient cacher leur excitation et leur fierté en entendant ces mots motivants. Cette cérémonie n'a pas seulement été une célébration des accomplissements académiques, mais aussi un moment de reconnaissance des efforts constants des enseignants et du personnel de l'université qui ont contribué à façonner l'avenir de ce jeune diplômé. L'université de Lodja continue d'affirmer son rôle crucial dans le développement éducatif de la région et cette célébration témoigne de l'engagement de ses leaders et de sa communauté envers l'excellence académique. Les diplômés, maintenant armés de leur savoir, sont prêts à apporter leur contribution à la société et à se célébrer comme les acteurs du changement dans leur communauté. Les ambassadeurs de la province du Nord Kivu au dernier championnat du basketball qui s'est déroulé à Kolwezi et à Lubumbashi sont de retour. Il s'agit de Basket Club Virunga version masculine et présentation du Basketball Club Elite version féminine. Les deux clubs ont présenté mardi à Béni leur trophée au gouverneur de province, tout en félicitant les athlètes pour leur exploit. Le général-major Évariste Somo a exprimé sa gratitude à son collègue Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, ainsi que d'autres bienfaiteurs qui ont facilité la participation des représentants du Nord Kivu à la compétition. On écoute les gouverneurs militaires du Nord Kivu au micro de Martial Bendelo. J'ai des sentiments de joie. C'est une immense joie qui m'anime ce jour. De voir que malgré les difficultés que traverse notre province, nous avons toujours une jeunesse capable de nous représenter à ce très haut niveau et de revenir avec des trophées. Ça ne peut vraiment que nous faire plaisir. Je les félicite. Et à l'occasion, je remercie tous ceux qui ont intervenu comme bienfaiteurs, comme facilitateurs pour que ces équipes arrivent jusqu'au Katanga, de Alaba notamment, et le Haut-Katanga, afin de nous représenter. Et ici, je cite ma collègue, son Excellence Fimasuka, ainsi que l'honorable Patrick Mounyomo, et les autres compatriotes anonymes qui ont bien voulu tendre la main à la province sinistrée du Nord Kivu en ce moment. En international, alors qu'une commission d'enquête mandatée par les Nations Unies a accusé pour la première fois Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza, l'État hébreu poursuit une offensive terrestre d'ampleur dans la principale ville de l'enclave. L'armée israélienne a annoncé mercredi 17 septembre avoir frappé plus de 150 cibles à travers la ville de Gaza depuis mardi. De son côté, la défense civile de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 12 personnes
personnes dans des frappes ou tirs israéliens sur l'ensemble du territoire depuis les débuts de la journée, après avoir fait état de plus de 46 morts mardi. Place au rappel des titres. À l'Assemblée nationale, une commission spéciale et temporaire sera mise en place aujourd'hui pour examiner les pétitions qui visent Vital Kamerhe et 4 autres membres du bureau. Sécurité et développement, Judith Souminois arrive ce mercredi à Kalemi pour inspecter le port de Kalemi, les travaux de réhabilitation et de modernisation de routes d'intérêt économique national dont Kalemi-Manono. L'armée israélienne a annoncé mercredi 17 septembre avoir frappé plus de 150 terroristes à travers la ville de Gaza depuis mardi, malgré le rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui l'accuse d'actes génocidaires. La revue de presse est dans un instant. Nathan Diamouité nous rejoint pour la lecture transversale des journaux parus ce matin. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine, bonjour également à tous ceux que nous suivent de partout. On ouvre avec ce sujet pétition contre Vital Kamerhe. L'essor du président de l'Assemblée nationale et quelques membres de son bureau sera connu ce mercredi. Tout à fait Bédrine Kenge. Assemblée nationale, plénière décisive sur l'avenir de Vital Kamerhe. C'est les titres qu'on retrouve rapidement à la une du journal. La prospérité qui rapporte que joignant l'acte à la parole, les speakers de la Chambre basse du Parlement a immédiatement réuni le bureau pour prendre des dispositions qui s'imposent, agissant en toute urgence. Il a été décidé de convoquer une plénière d'urgence aujourd'hui, mercredi 17 septembre 2025 à 14h juste. L'instruction a été donnée au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombaï, de lancer la convocation officielle. Eh bien, pour le nouvel observateur, le fait que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombaï, ait accepté de réceptionner la pétition contre le numéro 1 de cette chambre basse du Parlement prouve à suffisance que les carottes sont cuites et que les complots a été bien préparés. Alors que Jean-Claude Tshilombaï, qui est d'ailleurs le premier vice-président de cette chambre basse du Parlement, est aussi visé et par une pétition d'après les titres de une.cd qui précise que selon plusieurs sources, l'élu de l'UDPS est accusé des collisions avec Vital Kamerhe qu'il chercherait à protéger, affirment les pétitionnaires. Ceci pointe notamment son absence prolongée lors du deuxième jour de la session de septembre. Eh bien, d'après foxtime.cd, la séance plénière d'aujourd'hui sera consacrée essentiellement à la mise en place d'une commission spéciale chargée justement d'examiner la pétition contre certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, Bédrine Kenge, après Kamerhe, qui pour tenir le perchoir, c'est les titres qu'on retrouve à la une du journal Info 27, eh bien, l'après Kamerhe rapporte ce quotidien déjà évoqué dans le couloir du Palais du Peuple, soulève de nombreuses interrogations. Quel équilibre pour la majorité parlementaire, quelle figure consensuelle pour occuper le perchoir quant à l'union sacrée de la nation de Félix Tshisekedi estime cette fois Congo Nouveau repose sur des alliances fragiles. La présence de Vital Kamerhe au perchoir garantit pour beaucoup une certaine cohésion interne. Eh bien, son départ risque d'ouvrir la voie à des rivalités lentantes et à des récompositions inattendues, mettant en difficulté la gouvernance et l'agenda politique fixé pour les années à venir. Selon Africa News, la RDC entre dans une phase politique décisive et le révèle dans son portail que Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, est en voie d'être destitué pour ouvrir la voie à une revision de la Constitution. Eh bien, Bédrine Kenge, des réactions sur la toile, nous notons celle du journaliste Guivena Misenge qui écrit justement sur son mur du réseau social Facebook, je cite, « Le régime doit le savoir, la population n'est pas dupe, le départ de Kamerhe n'est qu'un leurre pour mieux préparer la prochaine étape de leur hold-up sur notre pays. Le projet des changements des constitutions pour se maintenir au pouvoir, eh bien, est leur véritable objectif. » Fin de citation.
Situation financière de militaires congolais, l'argentier de la République de Doufamba interpelle. C'est une information qui est largement commentée, Bédrine et Kenge, par la presse en ligne, wise.cd, et qui titre rapidement sur sa une. RDC, le ministre des Finances, interpellé sur la situation financière des militaires. Les quotidiens rapportent que lors de son investiture en tant que commandant suprême de forces armées de la RDC, le président Félix Tshisekedi avait promis d'éradiquer les dysfonctionnements au sein de l'armée congolaise, notamment en améliorant les conditions de vie des militaires, en augmentant leur salaire, en prenant en compte justement des différentes primes afin de permettre aux hommes en uniforme de défendre dignement le drapeau national, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il poursuit également en précisant que cette promesse a été concrétisée puisque désormais un militaire congolais perçoit environ 480 000 francs congolais comme salaire, cependant pour nuire à l'image du commandant suprême ainsi qu'à celle du ministère de la Défense nationale, actuellement dirigé par le vice-premier ministre en charge de la Défense, Guy Kabombo Mouadia Invita. Des pratiques préoccupantes seraient observées au sein du ministère des Finances. Selon certaines sources de ce média, une situation critique prévaut depuis près de 5 mois. Blocage de la prime des militaires, du fonds de fonctionnement, du fonds des armées, ainsi que des vivres destinés à l'alimentation des FARDC. À cela s'ajoute le non-paiement des fournitures ayant approvisionné les vivres lors de festivités de 2024. Bédrine, le portail alerte sur la gravité de cette situation et interpelle le ministre des Finances à en faire une priorité en procédant justement sans délai à la libération des primes des militaires, de fonds de fonctionnement, de fonds aussi de l'armée et du paiement de fournitures actuellement bloquées, tout en rappelant que la vision majeure de Félix Tshisekedi reste l'amélioration des conditions de vie des hommes et femmes en uniforme. C'était votre revue de presse matin, merci. C'est moi que je vous remercie, Bédrine. Elle s'en est finie avec ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.